Bonjour à tous, merci d'être présents, être en petit comité. On ne sera pas long, une demi-heure. On va vous parler de décarbonation et plus précisément de décarbonation dans le cadre sur le sujet de l'emballage, pardon. Et donc, quelles opportunités d'accompagnement, qu'est-ce qu'on a mis en place nous régionalement sur la filière Viti dans, dans cette question-là. Je vais pas très long pour surtout laisser la place à Mehdi Besbes qui va se présenter. Moi, je travaille donc à la profession des vins de Bourgogne et donc en charge du plan de décarbonation filière. Simplement une première slide introductive pour vous redire où on en est en termes de, de- de score carbone au niveau national, puisque vous le savez peut-être, mais on a une stratégie nationale bas carbone qui est engagée depuis un petit moment déjà, qui oriente un certain nombre de choses, dans lequel vous le voyez, hein, l'agriculture n'est pas la première concernée, mais elle n'est quand même pas très faible non plus, puisqu'on est contributeur à hauteur de 20%. Agriculture, sylviculture. Agriculture comprenant une part importante des ruminants, puisque le CH4 étant considéré comme donc le méthane est considéré comme un gaz à effet de serre euh, important, de la même manière que les engrais. Donc voilà, l'agriculture est un poste important au niveau national, deuxième poste. Et quand on zoome un petit peu plus précisément sur la filière viticole, on se rend compte que finalement on pèse peu. Alors quand on parle de viticulture exclusivement, on pèse très très peu, si on s'intéresse, on va dire, à ce qui se passe au sein même de la parcelle, et en élargissant ce qu'on appelle le cycle de vie, donc de la production finalement une bouteille de vin jusqu'à sa fin de vie, hein, jusqu'au bout de chaîne. On augmente un petit peu le score d'émission de la filière viticole, mais malgré tout, on reste très faible, puisque vous voyez, 5% seulement de l'agriculture est concernée par la viticulture. Donc ça reste très peu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation à y aller et qu'on n'est pas directement concerné par le sujet. Bien au contraire. Simplement une petite slide là pour vous montrer pourquoi on est concerné. Puisque dans la méthode, ce qu'on appelle une bilan carbone classique, on a ce fameux scope 3. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est en fait le périmètre dans lequel on va regarder nos scores d'émissions, qui inclut dans ce qui se passe en amont et en aval du produit. Donc là, vous le voyez sur les achats de matières sèches intrants et également sur la fin de vie, on a un poids important qui est reporté sur ce fameux scope 3 et qui vient alourdir un petit peu le bilan filière. Donc je le disais, c'est pas parce qu'on est, on est finalement moins émetteur que d'autres de nos confrères agriculteurs qu'on ne se doit pas de regarder la question en face, notamment parce que ces dernières années, on a une accélération de la pression, de la dynamique, euh, sous l'effet des marchés, hein, qui nous demandent de plus en plus, nous, filières viticoles, d'être exemplaires sur tout ça. En premier lieu, je peux citer la SAC, hein, la Société des alcools du Québec, qui, elle, a carrément fixé des quotas à l'entrée sur le poids des bouteilles. On en reviendra assez largement dessus. C'est le cas aussi des pays du Nord qui insistent assez lourdement sur alors la nécessité d'avoir une empreinte carbone, mais aussi le poids de la bouteille, puisque c'est un critère très très important. De la même manière, les consommateurs, on le sait, sont de plus en plus demandeurs de transparence, de durabilité sur leurs produits. Ça nous concerne aussi et surtout sur le vin. Et puis voilà, tout un encadrement ou un cadre législatif qui n'est pas nouveau, hein, mais qui devient de plus en plus imminent à mesure que l'échéance se rapproche et pour lequel on devra rendre compte assez prochainement, que ce soit sur la CSRD, la REP dont va nous parler Mehdi, qui est pour le coup pas loin d'être nouvelle, et ou la loi AGEC. Voilà, donc on reviendra là-dessus. Simplement pour vous dire ce qu'on fait véritablement en Bourgogne, en Bourgogne et en Bourgogne viticole. Donc je vous l'ai dit, il y a quelques années, on a accéléré la thématique, même si ça fait un petit moment qu'on s'intéresse au sujet carbone, bilan carbone, tout ça, hein. Notre premier bilan datant de 2008. On a eu trois bilans carbone, 2008, 2015 et le dernier en date 2021.
Ce dernier bilan nous a servi de base de départ pour établir quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui, un cap sur une approche méthodo-opérationnelle pour atteindre nos objectifs que sont la neutralité carbone en 2035. Donc voilà, aujourd'hui on a des objectifs affichés politiquement qu'on porte d'être neutre ou net zéro sur un horizon 2035, ce qui n'est pas une mince affaire comme vous pouvez vous en douter. Voilà, donc avec un logo et un nom d'objectif qui s'appelle Bourgogne Neutralité 2035 et qui reste une démarche aujourd'hui volontaire et collective pour anticiper encore une fois tout ce qui va pouvoir intervenir un petit peu plus précisément pour les opérateurs. En quelques mots, s'arrêter 2 minutes sur le bilan de la filière, donc le bilan global des vins de Bourgogne, où on voit que un tiers, 34% de nos émissions sont dues aux matériaux entrants. Matériaux entrants qui comprend donc pour 85% les emballages et pour 15% les intrants vignes. Voilà, donc je ne l'ai pas indiqué, mais si on zoome un petit peu, si on rétrécit la focale sur l'emballage et plus précisément sur la bouteille représente à elle seule 25% chez nous, 25% du bilan carbone de la filière. C'est-à-dire qu'on a un quart de ce qu'on fait dans nos activités de production, de commercialisation, de transport, etc., qui est uniquement porté par notre contenant en verre. Donc voilà, on ne sait pas faire autrement, mais contenant qui est donc impactant principalement pour sa production, parce qu'aujourd'hui on travaille avec une matière qui est excellente. Le verre, c'est un matériau très, très, très intéressant, mais qui a un défaut, ou un gros défaut, c'est d'être très émetteur en carbone, puisque à sa production, dans son process, dans les fours verriers, il émet énormément de carbone. Et donc c'est pour ça qu'on a 25% du bilan qui est reporté uniquement sur la bouteille. Donc fort de ce constat, il y a quelques années en arrière, l'interprofession, le BIVB, accompagné par Adelph et en lien avec l'entreprise Food Pilot et Wine Pilot plus précisément, a décidé d'engager les choses, de prendre le taureau par les cornes et d'émettre un plan, un projet autour de l'emballage et autour du carbone plus généralement pour justement réduire cette empreinte carbone. La première des choses, c'est peut-être évident pour certains, ça l'est peut-être moins pour d'autres, mais on va se le redire. La première des choses, le premier levier sur ce fameux 25% ou sur ces 30 et quelques pourcents, c'est l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, ça comprend en premier lieu l'allègement des bouteilles, puisque forcément, quand on va réduire le poids de nos bouteilles, aujourd'hui, on a un poids moyen de bouteille estimé en Bourgogne à 560 grammes par bouteille. C'est ni bon ni mauvais, on est à peu près dans les moyennes nationales. Mais forcément, quand on va réduire ce poids de bouteille, on vient réduire la quantité de matière nécessaire à la production et donc baisser considérablement notre bilan carbone. C'est assez simple finalement quand on se dit on passe d'une référence A à une référence B plus légère, référence qui, on pourrait se dire oui, un petit peu plus fragile et un petit peu plus ci, un petit peu plus ça. Aujourd'hui non, on a beaucoup d'entreprises, de domaines qui ont fait le pas et qui nous remontent finalement aucun problème, que ce soit sur la partie consommateur ou sur la partie process, résistance, etc. Donc un levier finalement assez simple et très impactant qu'on aura de cesse de remettre en avant sur l'allègement de bouteilles. Et de la même manière, une augmentation de la part de calcin, puisque le calcin c'est le verre recyclé finalement. Une augmentation du verre recyclé dans les bouteilles que vous utilisez va avoir là aussi un impact très très important, puisque pour 10 points ou 10% de calcin incorporé de manière supplémentaire dans une bouteille, on arrive à réduire de 5% l'impact CO2. C'est des chiffres, c'est pas très important, ne vous arrêtez pas spécifiquement dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux leviers très très forts, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on parle de sujets environnementaux, on n'est pas toujours devant des problématiques aussi simples finalement à aborder.
Là, on a 2 leviers très simples pour réduire notre bilan. Mais voilà, encore faut-il le savoir. Et simplement pour illustrer, hein, quand on passe, donc je vous l'ai dit, d'une bouteille à 550 grammes à 410 grammes pour 70 000 cols, on arrive à économiser donc 10 tonnes pardon, de verre, ce qui équivaut à 6 à 7 tonnes de carbone, soit l'équivalent de 4 allers-retours en avion Paris-New York. Autant vous dire que c'est considérable. Donc alléger les bouteilles par de calcin. Et le troisième levier extrêmement fort lui aussi, c'est le réemploi. Réemploi des bouteilles qui passera par plusieurs choses, mais la première c'est d'arriver à éclaircir un petit peu tout ce qu'on peut se dire autour du réemploi et notamment standardiser les gammes des bouteilles et arriver à mettre en place toute cette infrastructure, tous ces écosystèmes de collecte, massification et redistribution du coup du contenant qui pourra passer par la consigne. Et simplement, je vais m'arrêter sur les chiffres là aussi du réemploi. On pourrait aussi avoir pas mal de préconçus sur la question. Il faut se dire qu'après 2 rotations, donc 3e utilisation, on arrive à réduire autour de 80% l'empreinte carbone du contenant. Donc là aussi, un levier considérable qui est effectivement pas forcément évident à mettre en place comme ça, même si c'est pas très vieux. Hein. Il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, c'était pas vraiment une question. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, mais le levier est tellement intéressant en termes d'impact qu'on ne peut que le considérer. Voilà, je vais laisser la parole à Mehdi, du coup, qui va nous en dire un petit peu plus sur les accompagnements de l'éco-organisme autour de tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Alors, avant toute chose, je me présente rapidement. Mehdi Besbes, je suis responsable du marché vin et spiritueux chez Adelph. Et Adelph, qui en est exactement? Adelph, c'est une entreprise privée à but non lucratif, agréée par l'État, c'est-à-dire que nous avons un cahier des charges qui est rédigé par les pouvoirs publics auquel nous devons candidater pour avoir cet agrément. Et dans notre quotidien, on va être en contact direct avec les entreprises, les metteurs en marché, donc les vignerons pour mon secteur, pour les aider à se mettre en conformité vis-à-vis d'une obligation qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans notre quotidien à Adelph, on va travailler au sein d'un écosystème où on va être en contact direct avec les entreprises dans le quotidien pour apporter du conseil, mais également avec les collectivités locales, puisque c'est grâce aux collectivités qu'on va organiser la collecte, le tri et le recyclage des déchets d'emballage ménager. Et puis on va être également en contact avec les opérateurs de tri, mais aussi avec les citoyens consommateurs. Et c'est un point qui est très important puisque on mène des campagnes de sensibilisation aux gestes de tri. Des campagnes pour réellement amener le consommateur à faire le bon geste et bien trier ses emballages. On considère effectivement que pour améliorer les taux de recyclage des emballages ménagers, il est très important que le consommateur puisse faire ses bons gestes de tri. Et dans notre quotidien, on accompagne essentiellement, donc pour le secteur des vins et spiritueux, en grande majorité, 95% de nos clients, ce sont des TPE et des PME. La responsabilité élargie des producteurs, c'est quoi exactement? Ça découle du principe de pollueur-payeur, c'est un principe européen, qui a été retranscrit dans le Code de l'environnement en 1991. Cette obligation, elle dit quoi? Elle dit que tous les metteurs en marché de produits qui peuvent générer des déchets doivent contribuer à la fin de vie des déchets qu'ils génèrent. Grosso modo, les entreprises, elles ont 2 possibilités. Soit elles vont organiser elles-mêmes la collecte, le tri et le recyclage des déchets d'emballage ménager. Ça voudrait dire aller faire du porte-à-porte chez les consommateurs pour collecter leurs emballages pour les recycler. Autant dire que c'est impossible. Deuxième possibilité, c'est déléguer cette obligation-là à un éco-organisme tel que Adelph qui va prendre en charge cette obligation pour les entreprises. Et donc, au quotidien, ce que nous allons... attends, je vais juste couper rapidement la Wi-Fi, ça va être plus simple. Ah, c'est sur mon téléphone. Pardon. Et donc, en déléguant cette obligation-là à Adelph, nous allons être en contact avec les collectivités pour organiser la collecte, le tri et le recyclage. Et derrière la responsabilité élargie des producteurs, il y a également d'autres obligations qui sont toutes nouvelles,
qui sont issus de la loi AGEC, que je rappelle, la loi AGEC, elle a été publiée en 2020, qui vient introduire des nouvelles obligations, notamment en matière d'éco-conception. Donc désormais, toutes les entreprises, tous les metteurs en marché doivent mettre en place des actions d'éco-conception. Comment ça se traduit? Cela se traduit notamment par des stratégies, des plans quinquennaux que les entreprises doivent élaborer désormais tous les 5 ans et faire le bilan des actions d'éco-conception qu'elles ont mis en place. Et là, à Delft, nous sommes là justement en appui et en accompagnement de nos clients pour les aider à remplir cette obligation-là. Également, quand on parle d'éco-conception des emballages, on va parler également de tout ce qui concerne le réemploi. Pareil, c'est une nouvelle obligation qui est entrée en vigueur suite à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je vais en parler un peu plus dans la suite. La responsabilité élargie des producteurs, je l'indiquais tout à l'heure, elle existe depuis 1991. Et depuis 1991, c'était la première filière REP qui a vu le jour pour les emballages ménagers. Et depuis, donc jusqu'à 2025, jusqu'à cette année, il y a eu l'émergence de plus de 25 filières REP différentes. Les filières REP qui concernent essentiellement les producteurs de vin, les vignerons et les opérateurs, enfin les négociants, ça va être les emballages ménagers. La REP des papiers graphiques, qui a vu le jour en 2006, tous les metteurs en marché de flyers, tous les papiers qu'on fait fabriquer, qu'on fait imprimer par un imprimeur, aujourd'hui, ils doivent être déclarés dans une filière REP. Également, depuis l'année dernière, il y a une extension de la filière REP des emballages ménagers à celle de la restauration. Donc tout ce qui part chez les cafés, hôtels, restaurants sont également couverts par le périmètre de la REP. Et à partir de cette année, normalement, on devrait voir une nouvelle filière qui va voir le jour. C'est la filière des emballages industriels et commerciaux. Donc tous les emballages secondaires du type palette, film de palettisation, caisse de regroupement seront également couverts par une nouvelle filière REP. Voilà. C'est important que je le précise puisque c'est une nouveauté et plusieurs entreprises vont être confrontées à cette nouvelle obligation. Rapidement revenir sur les objectifs d'éco-conception qui ont été introduits par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Comme vous pouvez le voir, il y en a pléthore de nouvelles obligations et des objectifs aussi, notamment de réduire de 20% les déchets d'emballage ménagers en plastique à usage unique en 2025 versus le gisement de 2018. Le réemploi, atteindre 10% d'emballages réemployés mis sur le marché en 2027, et je fais bien la distinction entre un emballage réemployé et un emballage réemployable, c'est différent. Un emballage réemployable, c'est un emballage qui est destiné à faire du réemploi et qui est encore neuf. Et un emballage réemployé, c'est un emballage qui a fait une première rotation, donc qui a déjà servi, le consommateur l'a ramené en point de collecte pour être ramené chez le producteur pour être reconditionné. D'autres objectifs aussi très importants, Mathieu parlait tout à l'heure de réduction des poids bouteilles. On a pour objectif de réduire de 15% le gisement d'emballage ménager global, tous matériaux confondus, d'ici à 2030, et de moins 15% versus le gisement de 2010. Ce qui est quand on fait le rapprochement, c'est bien plus qu'en fait 15% du gisement actuel. Si on ramène ça au gisement de 2010, puisque depuis 2010, les volumes n'ont fait qu'augmenter. Les volumes mis sur le marché n'ont fait qu'augmenter. Une rapide présentation des performances de recyclage en France. Dans la slide précédente, vous l'avez peut-être constaté, il y a un objectif de recyclage qui est introduit par la loi AGEC, mais également qui est un objectif européen, d'atteindre 65% de taux de recyclage en France et en Europe. Aujourd'hui, en 2023, on a dépassé ce 65%, on a atteint 67% de recyclage, tous matériaux confondus. Seulement, la loi AGEC et la PPWR européenne vient désormais introduire des objectifs par matériau. Donc, quand on regarde plus précisément sur l'ensemble des matériaux qui sont présentés sur cette slide, là où on est le plus performant, ça va être le verre, puisqu'on atteint 86% de taux de recyclage. Et on explose déjà les scores européens pour 2025 et 2030. Et là où il va y avoir encore beaucoup de travail à faire, c'est sur les emballages en plastique ou en aluminium, où là on est encore très loin des 50 ou 55%
d'objectifs de recyclage d'ici à 2030. Donc il y a vraiment énormément de travail à faire sur les emballages en plastique. Pour revenir sur l'accompagnement d'Adelph, on a parlé de réduction, désormais je vais parler un petit peu de réemploi. Depuis maintenant 2 ans, on a lancé ce qu'on appelle des appels à projets pour accompagner l'ensemble des metteurs en marché qui souhaitent passer au réemploi. Alors, c'est des appels à projets, en fait, c'est des enveloppes financières. On doit consacrer désormais 5% du chiffre d'affaires de notre éco-organisme pour développer ces projets-là. Et en 2024, on a reçu 45 candidatures, donc des projets qui ont pu bénéficier directement de cet appel à projet. Et on a engagé près de 5,2 millions d'euros de financement pour ces 45 projets lauréats. Et sur l'ensemble des candidatures, il y en a eu 42 qui ont été financés. C'est le parcours financement. Le parcours financement, c'est un accompagnement à hauteur de 50% du montant global du projet. Et il y a eu 3 projets qui ont été financés et accompagnés. Ces projets-là, financés et accompagnés, ils ont pu prétendre à 70% d'accompagnement, plus un accompagnement dédié par les équipes d'experts Citeo et Adelph. Et généralement, pour pouvoir justement prétendre à ce parcours financement et accompagnement, il faut remplir l'un des 3 critères suivants. Il faut que le projet puisse répondre aux critères de standardisation ou de mutualisation ou encore d'innovation. Et là, dans les projets qui ont été déposés, c'était essentiellement des projets de mutualisation puisque ça concernait des consortiums d'entreprises qui se sont regroupés pour adresser la question du réemploi. Et là, juste un petit comparatif par rapport à 2023. L'édition 2023, on avait reçu une vingtaine de candidatures, donc ça a nettement doublé. Et en termes d'accompagnement et d'enveloppe engagée, on est passé ça a été multiplié par 3. Ce qui montre réellement un vrai engouement sur la question du réemploi aujourd'hui. Pour 2025, l'appel à projet sera reconduit, toujours avec les mêmes proportions, donc l'enveloppe de 5 millions d'euros. L'appel à projet sera davantage adapté pour les adhérents d'Adelph, pour les entreprises TPE et PME. Le financement, on pourra à partir de cette année donc, financer les plus petites entreprises qui contribuent à Adelph à 80 €. Et les syndicats, donc les organisations professionnelles peuvent également bénéficier de cet accompagnement-là si elles souhaitent mener des études. En parallèle de cet accompagnement pour le réemploi, aujourd'hui, donc, on a parlé des 10% d'objectifs fixés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les 5% de financement, et en parallèle, les pouvoirs publics souhaitent pouvoir monitorer l'évolution du réemploi au niveau des entreprises en France. Pour cela, il y a une nouvelle obligation qui s'impose à l'ensemble des metteurs en marché, qu'ils fassent ou pas du réemploi, c'est de nous remonter leurs données de réemploi. Et là, je vais vous présenter une petite vidéo explicative de ce que c'est que le reporting réemploi. Qu'est-ce que le reporting réemploi ? Depuis 2023, la France s'est dotée d'une trajectoire nationale de réemploi afin de sortir du plastique à usage unique d'ici 2040. Des taux minimums de réemploi et de réutilisation des emballages ont été fixés par la loi AGEC pour atteindre à horizon 2027 10% d'emballages réemployés. Pour suivre l'atteinte de ces objectifs, depuis le 1er janvier 2024, chaque entreprise doit désormais comptabiliser annuellement ses emballages réemployables et réemployés, puis remonter ces données auprès de son éco-organisme ou, le cas échéant, auprès de l'ADEME. Qui est concerné par cette obligation ? Le reporting réemploi est obligatoire pour tout producteur ou importateur de plus de 10 000 produits emballés aux sirènes mis en marché, quelle que soit la filière de l'emballage, et qu'ils soient réemployables ou à usage unique. Quelles sont les données à reporter ? Le reporting réemploi concerne principalement 3 types de données. Tout d'abord, vos volumes d'emballage à usage unique. Il s'agit des emballages que vous avez mis en marché, vendus ou remis gratuitement et que vous avez donc déclarés. Ensuite, vos volumes d'emballage réemployables neufs, c'est-à-dire l'ensemble des emballages réemployables que vous avez mis sur le marché pour la première fois.
Et enfin, vos volumes d'emballage réemployés, c'est-à-dire les emballages réemployables qui ont fait l'objet d'une seconde utilisation pour un usage de même nature. À noter, vous devrez également indiquer votre niveau de chiffre d'affaires au Sirène de l'année 2024. Cette donnée demandée par l'ADEME permet de suivre l'atteinte des objectifs fixés par la réglementation. Quel est l'accompagnement proposé par Adelph? Adelph a développé une interface de reporting 100% en ligne qui vous permet de saisir facilement l'ensemble des informations attendues par l'ADEME. Accessible depuis votre espace Adelph, cette interface reprend en effet vos données de déclaration et vous guide à chaque étape pour compléter votre reporting dans les règles. Adelph a l'obligation de remonter à l'ADEME les données de réemploi sur le périmètre des emballages ménagers uniquement. Afin de simplifier vos démarches, notre interface vous offre également la possibilité de remonter vos données de réemploi sur le périmètre des emballages industriels et commerciaux auprès de l'ADEME. Jusqu'à quelle date puis-je faire mon reporting? Vous avez validé votre déclaration emballage ménager? À partir du 18 mars, votre espace Adelph vous donne accès à l'interface de reporting. Vous aurez jusqu'au 30 avril 2025 pour saisir vos données. Celles-ci seront ensuite transmises à l'ADEME et permettront de calculer le taux de réemploi national. Pour démarrer votre reporting, rendez-vous le 18 mars sur votre espace Adelph. Voilà, vous l'aurez compris. Ça marche. Vous l'aurez compris, donc le reporting réemploi s'impose désormais. C'est une nouveauté qui toutes les entreprises doivent désormais jouer le jeu. Ces informations-là collectées sont transmises à l'ADEME pour alimenter l'Observatoire national du réemploi. Et année après année, vous-même, vous pourrez aller voir l'Observatoire de l'ADEME et constater l'évolution du réemploi au niveau national. En parallèle, Adelph et notre maison mère Citeo, on s'est engagé également pour développer et déployer le réemploi au niveau national. Je vais vous parler du projet Reuse. C'est un projet qui a été initié il y a 2 ans de cela, qui a réuni 200 organisations pour réfléchir sur le futur dispositif commun, collectif, pour développer le réemploi. Donc 200 organisations qui comprenaient des metteurs marché, des distributeurs, des professionnels, des fabricants, bref, toutes les parties prenantes concernées. Et à partir du mois de mai prochain, donc dans 1 mois et demi, nous allons passer à une phase d'activation de ce projet Reuse. Ça va être dans 4 régions administratives que sont la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France que nous allons déployer le réemploi. Et ça va être 16 millions de consommateurs qui vont pouvoir acheter des produits de consommation réemployables. Et si parmi vous, il y a des entreprises qui souhaitent intégrer le dispositif, vous pouvez prendre contact avec Go Réemploi, qui est le fournisseur de services qui va gérer toute la boucle opérationnelle du réemploi dans cette zone régionale. Et une fois que l'expérimentation aura pris fin, dans 1 an et demi, on l'espère, si tout se passe bien, nous allons passer sur une phase de déploiement national de ce dispositif. Voilà. Pour terminer, rapidement, nous avons également un concours qui s'appelle le concours Millésime, qui a vocation à mettre en avant toutes les pratiques d'éco-conception de nos clients, des entreprises. Donc si parmi vous, vous souhaitez mettre en avant une pratique sur la réduction, sur le réemploi, ou alors vous avez une démarche d'innovation que vous souhaitez mettre en avant, n'hésitez pas à candidater. Le concours est là pour vous et vous pourrez justement gagner un gain de 10 000 € si jamais vous êtes lauréat. Merci beaucoup pour votre attention.